Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui on va parler Altered, et aujourd'hui on va parler comment battre Waru avec Kojo. Donc, avec l'idée, c'est que je vais vous expliquer la théorie, et tout de suite après, je vais vous montrer des parties que j'ai fait sur Board Game Arena, commentées, et vous verrez du coup comment mettre la théorie en pratique. Alors, l'idée avec Kojo, c'est sur les 2 premiers tours de prendre au moins 2 expéditions d'avance, le mieux étant 3, et je vais revenir tout de suite dessus. Et ensuite de garder cette avance, donc de la manière dont joue Waru, c'est de échanger 1 pour 1 après le premier tour pour justement avec j'endors un bureaucrate, j'avance de l'autre côté, j'endors un bureaucrate, j'avance de l'autre côté, etc. Et l'idée en fait c'est grâce à l'avance de mettre la pression, de le forcer à ne pas endormir avant la fin, donc déjà de casser le setup, et du coup de lui forcer à utiliser ses ressources, ce qui fait que quand on arrivera à la fin, donc il va nous rattraper comme ça, en utilisant ses ressources, parce que forcément il aura plus de ressources que nous, mais à la fin, vu qu'il aura épuisé ses ressources, ou du moins épuisé une partie de ses ressources, on sera à égalité, et comme nos personnages sont mieux statés en général que les personnages hordistes, que les bureaucrates, et ben c'est là où on arrivera à avancer la dernière expédition et gagner. Alors, comment avoir 3 expés d'avance, et c'est là où c'est très très fort, c'est tout simplement faire intimidation au premier tour sur le bureaucrate que Waru endort. Donc, au premier tour, qu'on commence pas, après ça dépend de votre main de départ, de qui commence, bien sûr, il y a plein de paramètres, mais l'idée c'est ça, c'est au premier tour, j'intimide le bureaucrate que mon adversaire endort, que Waru, le joueur de Waru endort, le ou la joueuse, hein, il n'y a pas de sexisme ici, et du coup on va avancer de 1, ou de 2, ça dépend si on est premier joueur ou pas, s'il y a Bouddha, hein, bien sûr. Et le tour d'après, comme le joueur de Waru, ou la joueuse encore une fois, va bien sûr endormir de nouveau le bureaucrate pour pouvoir setup, parce que s'il veut pouvoir faire son plan de jeu, il faut qu'il setup. Et du coup, on va pouvoir encore avancer. En fait, comme entre le premier jour et le deuxième jour, on a Bouddha, c'est là où, en fait, au moment où on a Bouddha, on va prendre les deux côtés. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a 3 expéditions d'avance, et c'est là où ça va être très 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 fort. Et voilà pour la théorie, et maintenant, la pratique. Kojo versus Waru. Alors, je suis contre Waru. Et alors, je vais le dire du coup en préambule, je ne pense pas que mon adversaire a une liste teamisée. Cependant, je trouve la partie très intéressante, et qui est un bon exemple sur comment affronter Waru en jouant Kojo. C'est pour ça que je vous montre ça. Donc, ma main de départ, elle est, je dirais, plutôt bonne. Là, je réfléchis pas trop. Je garde mon Ratatosk, je garde mon Puissant Djinn. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Puissant Djinn, c'est vraiment la meilleure carte de Bravos à l'heure actuelle. Du coup, je me vois mal la mettre en mana. Et ensuite, le Ratatosk me permet d'avoir l'intimidation dans le même tour. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, donc je garde l'intimidation, une des intimidations et le Ratatosk. J'aurais préféré ne pas avoir l'autre intimidation et du coup pouvoir la pêcher plus tard et faire plein de choses avec, mais c'est pas grave. Et du coup mon adversaire commence et il joue, hop, la troupière Ordis. Alors généralement elle est en rare, mais bon, c'est pas grave. Là ça vous permet quand même de vous montrer le gameplay. Donc du coup j'en profite, j'utilise mon Ratatosk puisqu'il a une stat de plus que la troupière, donc pour avancer et prendre une expédition. Donc mon adversaire joue, comme je m'en doutais, un bureaucrate qu'il va endormir, et du coup, là, j'hésite pas une seule seconde, j'utilise l'intimidation tout de suite. Là, c'est-à-dire que contre Waru, les intimidations des 8 parties sont très très fortes. Pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà qu'il va pas piocher de carte, puisque c'est la procuratrice qui fait piocher une carte. Ensuite, c'est le setup qu'il n'aura pas ce tour-ci. Donc c'est-à-dire qu'il n'aura pas de token au prochain tour, et il va falloir qu'il resetup, donc qu'il remette un bureaucrate endormi, et donc potentiellement me laisser avancer. Et là en plus du coup j'avance et je gagne 1-0. Donc du coup on est au premier tour, au premier jour, et j'ai une expédition d'avance, j'ai une expédition d'avancée sur 7. Donc c'est pas mal. Là, pareil, je ne réfléchis pas, je garde le Havre parce que c'est très fort. Et encore une fois, je ne réfléchis pas, je slam le Djinn en mettant « Ah, je pose mon Djinn !» Voilà, directement, pour avancer. Alors je sais très bien qu'il peut jouer la troupière et avancer aussi du côté de Djinn. Je ne sais pas pourquoi il le fait, peut-être qu'il voulait la garder pour plus tard. Là n'est pas raison, peut-être qu'il a peut-être juste pas fait attention qu'il pouvait aussi avancer. Ça n'empêche que l'idée ici que vous pouvez voir, c'est que j'ai du coup 3 expéditions d'avance en fait. Et c'est ça qui est très important.
c'est de prendre ses expéditions d'avance, 1, 2, 3 si possible, et je pioche avec le djinn bien sûr, pour pouvoir mettre la pression ensuite au joueur de Warou qui ne pourra plus endormir ses bureaucrates, qui devra jouer carte contre carte, et c'est là où on va pouvoir reprendre le dessus. Donc vous allez voir, c'est exactement ce qui va se passer pendant la partie. Donc là, il joue son tot. Comme il les met tous du même côté, là, c'est une indication pour moi qui veut rejouer sa procuratrice à gauche. Donc là, je mets... Alors, pourquoi je mets la traceuse en mana? Parce que j'ai envie de pouvoir saboter. Peut-être pas la troupière, mais je veux pouvoir avoir le choix de saboter dans le futur. Donc voilà, donc il met tout ça d'un côté, donc ça veut dire qu'il veut perdre l'autre côté exprès. Et je me dis, bon bah tant pis, il perd à l'autre côté, il rejoue sa procuratrice, il va piocher. Moi ça me permet du coup de me développer, de prendre un petit peu de temps de recul. Voilà, je sais que je vais avancer d'un côté, je joue mon havre, c'est très fort, ça permet de piocher une carte, là littéralement, puisqu'en plus c'est une traceuse Bravos. Et alors je sais pas pourquoi il joue sa troupière. Alors en re-regardant le match de son côté, il avait une autre troupière en main à ce moment-là, il me semble. En fait, il avait un autre play. C'était pas une troupière, mais il pouvait y jouer une autre carte pour avancer si besoin. Je pense que l'idée c'était de voir ce que j'allais faire pour me forcer à jouer, pas juste passer en mode c'est gratuit. Et du coup, je me dis bon bah tant pis, même si j'aurais le bonus du Havre, il ne va pas avancer. C'est pour ça à mon avis qu'il l'a joué, parce qu'il sait que si je joue mon djinn là, il n'avancera pas et il piochera une carte. Et en même temps, il veut pas passer, il veut avoir le choix des fois que je jouais autre chose. Donc là, c'est ce qui se passe, moi je me dis ok, tant pis, il pioche une carte, c'est pas grave, moi j'ai aussi pioché avec mon djinn, je vais le mettre en mana, c'est trop fort. Donc là, à ce stade-là de la partie, du coup, je vous conseille de le mettre en mana, surtout contre Warou, qui a des Robins des Bois, parce qu'avoir plus de mana, et ben c'est toujours bien, hein, clairement. Voilà, donc je le mets en mana pour justement m'aider dans ces cas-là. Et pour l'instant, bah, il a commencé à mettre son engin en jeu, il a un bureaucrate, il va pouvoir faire un token, il a un autre bureaucrate dans la réserve, et il a des cartes en main, donc il va mettre une carte en mana aussi, mais voilà, donc moi je mets, pas l'explosion de mana là, la canalisation de mana, qui à ce stade-là de la partie, bah, sert à mettre en mana, tout simplement, hein, clairement. Et donc là, c'est moi le premier joueur, c'est lui qui commence, donc il a mis en mana, et là ce que je fais directement, comme je sais qu'il veut avancer de ce côté, je vais le laisser avancer, je me dis, bah ok, t'as gagné de ce côté, tu ne piocheras pas de ce côté, mais moi je vais avancer de mon côté Bouddha, et je vais te enlever des choix, des possibilités donc de ta réserve. Donc là, il répond pas à un Robin des Bois, peut-être qu'il l'aurait joué quand même, je ne sais pas, et il l'endort. Et donc là, c'est là où je me dis, il l'endort, donc peut-être qu'en fait, je peux faire un autre 2-0. Et c'est là, en fait, c'est là la force où je me dis, bah tant pis, il va piocher une carte, mais je vais te forcer à faire des choix, et je vais te forcer à utiliser des cartes, cette fois-ci. Et pas juste du setup, parce que s'il me laisse faire, je suis à 1 de gagner, alors que lui, il est carrément au début, et c'est pas possible pour lui, il est obligé de jouer. Et voilà, donc comme je disais, il joue un légat du monolithe. Bon, d'habitude, elle est en commune, mais bon, ça aurait fait en commune le même effet. Non, ça aurait été mieux, d'ailleurs, pour le coup, parce qu'il n'aurait pas avancé en terre, mais c'est pas grave, il aurait pioché et saboté, mais c'est pas grave. Mais du coup, là, ce qui se passe, c'est que du coup, il avance. Parce que même s'il était en commune, ok, il m'aurait saboté elle, il se serait passé des trucs, bref, il aurait pioché une carte, mais il n'aurait pas avancé, et moi, j'aurais été à presque sur point de gagner, alors que lui, il aurait été qu'au début. Alors que là, au moins, il avance. Mais il a utilisé une carte, il l'a pas endormi. Et c'est là, en fait, où ça commence. Et là, j'utilise le pouvoir de Moratatosk pour donner Fugace à la procuratrice. Parce que j'ai pas envie qu'il puisse la rejouer de la réserve, j'ai pas envie qu'il puisse repiocher. C'est à ce moment-là, bon, du coup, c'est une unique, donc c'est pas forcément quelque chose qui sera facile à mettre dans vos decks. Mais l'idée, c'est, ok, je vais avoir un peu moins de ressources à partir de maintenant, et ben toi aussi. Et comme j'ai mis la pression, bah, il va être obligé de vraiment jouer ses cartes, et ça va être compliqué pour lui. Là, je veux vraiment lui mettre la pression. Voilà. Le problème, c'est que j'arrive sur le biome d'eau, qui est très compliqué pour moi, surtout contre Warou. Puisque, ben, surtout quand j'ai les puissants djinns. Mais je me dis, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je vais me battre, et je vais essayer de tout faire pour passer du côté où il y a Robin. Donc là, c'est mon adversaire qui commence. Alors, effectivement, je mets ma carte la moins chère en mana, mais l'idée, là, c'est de faire de garder les cartes très fortes que j'ai en main. C'est vraiment les jouer, ça va apporter de la valeur petit à petit. Il faut ça. Donc là, mon adversaire joue
le conseil de l'autre côté, ce qui fait que ça fera que la videuse restera 2-2-2 si j'ajoute de ce côté. Du coup, ce que je fais, c'est que je dis, ok, bah je joue le havre ici, montre-moi ce que t'as. Voilà, est-ce que t'as d'autres choses? Donc là, il joue Ozma pour piocher une carte, donc c'est une bonne carte, et je me dis, bon, ok, dans ce cas-là, je peux jouer ma videuse Bravos, elle a plein de stats grâce au havre, et je passe. Et là, pour un mana, il peut avoir une autre troupière hors 10, plus l'effet de réserve. Pardon, plus l'effet de réserve de créer un token, donc là il sera à 2. D'ailleurs, elle a en vrai ça? Je sais plus. Ou c'est un. Bref. Il aura ici 2 en eau de plus, et d'ailleurs 2 en montagne de plus, et il avance. Or, ce n'est pas le cas, il a juste un roi grenouille, mais ça m'empêche d'avancer. Là, son but c'était vraiment de m'empêcher d'avancer. Et vous pouvez voir qu'il n'endort pas, mais il gagne 1-0. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a repris le dessus, c'est vrai. Là, j'ai pas réussi à avancer. Il y a le Robin des Bois qui m'a bien ralenti. Il peut avancer d'un côté, c'est cool. Mais il a utilisé beaucoup de ressources. Il n'a pas endormi de bureaucrate. Et donc, en fait, toutes ces ressources-là, elles vont finir par lui manquer sur les prochains jours. Donc là, du coup, bon, il avance. On met tout ça en réserve. Et voilà, donc il perd 3 cartes, c'est énorme. C'est énorme, il a été obligé d'utiliser plein de ressources pour m'empêcher d'avancer. Alors peut-être qu'il aurait pu jouer de manière plus optimisée, je ne sais pas, hein, plus efficacement. Je ne suis pas là pour juger ses plays, je suis juste là pour expliquer comment justement gagner contre Warou. Alors vous me direz, oui, c'est sûr que si l'adversaire joue moins bien, c'est plus facile. C'est le cas pour tous les decks. Donc, donc on va laisser ça de côté. L'idée c'est de voir justement ce qui est possible de faire. Parce que je ne connais pas sa main, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Donc là, je suis sur le play, donc je commence, et là je me dis, bon bah allez, on slam à Grand Jean direct, tant que c'est pas trop cher, parce qu'il a Robin, il va probablement jouer Robin. Voilà. Là, j'hésite à ce moment-là de jouer mon autre Jean. Ça met beaucoup de stats de ce côté. Pour l'instant, s'il joue son Roi Grenouille de l'autre côté, il n'y a que égalité, et ça permet moi d'avancer de ce côté. Mais je vais surcharger ma réserve. Et du coup, j'hésite un peu. Du coup, ce que je me dis, c'est que tant pis, je vais pas être le plus optimum possible, et je vais jouer ma guerrière. Alors, il faut savoir qu'aussi, j'avais pas fait attention qu'il l'avait endormi. Parce que si j'avais fait attention qu'il l'avait endormi, j'aurais joué un peu différemment. Mais du coup, c'est pas grave, je joue la guerrière ici en me disant, ok, ce côté est à moi, point. Voilà, il n'y a pas de doute, c'est sûr, je passe de ce côté. Mais en voyant qu'il l'a endormi, peut-être que j'aurais joué de ce côté la guerrière. Mais c'est pas grave. Du coup, il joue son roi grenouille comme je m'y attendais. Par contre, là où je m'y attendais pas, c'est qu'il l'endort. Là, je me dis, tiens, il set-up. Et il set-up assez bien, puisqu'en fait, il a un autre roi grenouille, cette fois en commun dans la main, qui permet de passer mon Bouddha, et donc d'avancer. Mais cette fois, on trade 1 pour 1, et je suis encore bien devant, parce que lui, il a encore 2 expéditions de retard. Donc moi, je peux encore gagner au tour d'après, alors que lui, c'est sûr que non. Et là, en plus, je pioche une carte avec le Jin, c'est trop bien. Cela dit, il est bien set-up ce tour-ci pour me faire un 2-0. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc là, je mets aussi une carte en mana. Donc là, je mets beaucoup de cartes en mana, hein, vous pouvez le voir, parce que le contre Robin, eh ben, c'est important d'avoir du mana. En plus, j'ai la chance d'avoir pioché mes 3 grandes jeans, donc je peux me le permettre. Donc voilà. Mon adversaire pose sa troupière, et il joue son roi grenouille de ce côté, et il ne l'endort pas. C'est-à-dire que là, il commence à avoir peur, il se dit, ok, s'il se passe un truc, j'ai perdu. Donc là, ce que je fais, c'est que je joue mon Jin de ce côté, tout va bien. Je me dis, il est gros, il est fort, il se passe des trucs. Et là, bam, saut adhésif. Alors j'avoue que je m'y attendais pas. C'est pas un sort qui est souvent dans les listes hors 10, mais c'est pas grave. Qu'un cela ne tienne, je le mets en mana, et je peux encore jouer quelque chose. Là, du coup, ce que je fais, c'est que je joue mon grand Jin de la main. Voilà, tout simplement. Et mon adversaire est assez intelligent, donc il utilise par contre sa dernière carte en main, et il endort l'un de ses rois grenouilles, parce qu'il est sûr de passer de l'autre côté, et là il passe en montagne de ce côté. Du coup, il laisse mon Jin tranquille, il n'y a pas besoin de l'endormir, et lui il passe des deux côtés, ce qui est très très fort.
Et là, des coups, on est à égalité. Par contre, il utilise beaucoup de cartes. Donc là, il y a le Robin qui part, il y a une grenouille qui part, il lui reste une autre grenouille, certes, qui a beaucoup de stats. Mais je me dis, à ce stade-là de la partie, en sachant que je repioche une carte avec le Djinn, même si jamais on va au tie-break, hein, c'est-à-dire si on fait égalité encore une fois, après c'est purement les stats, je sais que je vais passer, parce que j'ai plus de stats que lui, j'ai le Havre, il n'a plus Robin, donc je vais pouvoir jouer ce que je veux, et surtout, j'aurai du mana, enfin ouais, j'ai pioché des cartes avec le Djinn, enfin bref, voilà, c'est fou, et surtout que la grenouille ne sera plus là. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il ne met pas de carte en mana, et mon premier coup, pour voir ce qu'il fait, là retenez bien, je mets le 3e Havre, pour voir ce qu'il va jouer. Ce qui va me donner des options pour savoir de quel côté j'ai envie de passer, de quel côté j'ai envie de faire mettre mes forces, et surtout ça me fait un boost de plus pour mon Djinn. Et je révèle l'éruption de mana qui est très très forte, donc déjà je me dis, ah putain, je vais lui niquer sa grenouille, c'est bon, j'ai gagné 2-0. Et en fait, ce qui fait jour de célébration, j'avoue que je m'y attendais pas, hein, c'est pas le genre de carte que je vois souvent dans les decks Ordis, mais là dans ce cas-là, bon bah ok, moi ça me va. J'ai juste pioché une carte, et lui il va perdre son roi grenouille qui est très forte, il va perdre son setup de bureaucrate endormi, et moi j'ai rien de plus à faire, donc ok, on passe quoi, pas de souci. J'aurais pu jouer mon Djinn pour piocher une carte de plus, jouer une carte pour qu'elle aille en réserve et profiter des havres, mais je me suis dit, bon, à ce stade-là, la partie, tout va bien, c'est pas grave. Je suis assez en confiance. Donc là, je pioche un autre saboteur, je me dis, tant mieux, si jamais elle ne joue pas le marchand de sable tout de suite, ce qui est très probable. Ce qui est très probable, pourquoi? Parce qu'ici, il y a des biomes avec des forêts. Et c'est-à-dire que là, effectivement, là, il m'empêche en eau, donc peut-être qu'il pourrait le mettre là, mais s'il veut se mettre là pour avancer là, bah moi je peux avancer en forêt. Et là, peut-être que j'ai aussi des gros forts, des personnages forts en eau, ce qui est le cas, mais il ne le sait pas. Donc je pense qu'il veut voir ce qui va se passer. Donc je m'attendais je m'attendais vraiment à ce qu'il joue le marchand de sable plus tard. Du coup j'en ai profité, j'ai fait bam direct, ok, bye bye marchand de sable. Là, il répond par Ici Toc. Là, vous en doutez, je réponds par l'éruption de mana. Et c'est la win. Voilà, mon adversaire abandonne. De toute façon, j'ai plein de cartes en main. Il sans doute que je peux passer comme je veux de ce côté comme de l'autre. Voilà. One, two, fight! Voici une partie que je trouve très intéressante et qui montre bien comment gagner contre Waru. Et j'ai cette main de départ. Je décide de ne pas garder l'éruption de mana. Parce que même si c'est une carte très très forte contre Waru, en début de partie, ça va juste me desservir et potentiellement me faire perdre. Du coup, je décide, bah tant pis, de la mettre en mana et de garder de quoi faire un excellent premier tour, soit avec Isonbushi plus le Havre, soit avec Isonbushi et l'intimidation. Comme je l'ai dit si souvent, c'est comme ça qu'on bat Waru. Donc c'est ce que je fais, donc je garde cette main qui au final est plutôt bien. Voilà. Et donc je commence, donc c'est parfait, j'ai Bouddha, je pourrais mettre la pression, tout va bien. Donc je commence, comme je l'ai dit, je positionne Bushi et je veux voir ce que fait mon adversaire. Là, mon adversaire, il fait la tortue. Qu'est-ce que je raconte? La grenouille. C'est pas une tortue, c'est une grenouille, c'est un roi grenouille. Du coup là, effectivement j'ai le choix. Soit je l'intimide, mais il peut juste le rejouer, ça fait rien du tout. Et en plus, ben, du coup, il y a peut-être un autre bureaucrate à 2. Et là, je me dis, putain, c'est embêtant, mais tant pis. Hop, on garde le Havre, on joue le Havre, et en plus, bon, ça me révèle un petit Djinn, c'est pas plus mal. Donc là, je lui prends les deux zéros, et vous allez voir qu'en fait, c'est sur ce play-là, le fait qu'il n'avait pas d'autres bureaucrates, et j'ai une grosse supposition sur ce qu'il avait en main de départ. Donc du coup là je décide de enlever la videuse parce que les deux intimidations vont faire la game. C'est quasi sûr que ça va faire la game. Du coup je préfère les garder. Donc là il pose sa troupière, donc là il va essayer de gagner des deux côtés. Et il pose son Roma des Bois. Donc là j'ai le choix entre... Et il endort bien sûr. Là j'ai le choix entre l'intimider et du coup lui renvoyer dans la main. Mais le problème c'est que comme ça me coûtera 3, je pourrais jouer que Lisenbushi, qui ne remportera aucune ligne. Enfin, si, qui pourra remporter ici, mais il va avancer de deux côtés, j'aurai que 1 d'avance, c'est un peu... voilà, quoi. Ou alors, me dire, ben, le Robin des Bois, c'est pas grave, il y a d'autres cibles plus importantes pour moi à intimider, même si le Robin des Bois est parfait en termes... Enfin, parfait. Il est plutôt bon en termes de mana, hein, puisque je vais payer 3, lui il paye 4. Mais du coup, je me dis, c'est pas grave, je vais faire le petit Djinn, ça va me donner du mana. Excusez-moi. Ça va me donner du mana,
Et en plus, je gagne la laine. Donc là, on trade 1 pour 1, j'ai 2 d'avance. On sait ce qui se passe. On trade, j'avance, tout va bien. Let's go. Et il pose son roi grenouille, voilà, tranquillement. Et moi, j'ai mon mana qui va me permettre de payer la taxe de Robin. Plus ou moins. Donc là, j'ai le choix, pareil. Je décide de ne pas garder la guerrière, tout simplement parce qu'elle coûte 3. Là, la guerrière est très bien. Même si elle est commune, elle passe en lot, dans l'eau. Là, il y a l'herbe qui arrive bientôt. Ça aurait été très très bien, mais je me dis, vaut mieux Chiron, il coûte moins cher, c'est mieux. Donc là, je commence et j'ouvre le bal par... Hop. Par Lisenbushi ici, puisqu'il aura 3 en eau qui passent le roi grenouille. Et là, mon adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Un autre Robin des Bois. Et il l'endort, bien sûr. Du coup, là, je suis sûr de passer. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je suis sûr d'avancer de ce côté. Et là, il va avancer de ce côté. Pareil, encore une fois, on trade les expéditions. J'ai toujours 1 d'avance. Et je suis sur double taxe. Et là, je me dis, bon, ben, soit je lui renvoie dans la main, mais je fais rien de plus du tour. Et c'est embêtant. Soit je me dis, encore une fois, les intimidations, c'est pas pour le Robin. C'est pas maintenant que je dois les jouer. Du coup, j'avance et je me dis, je vais le forcer à jouer son roi grenouille et surtout à ne pas l'endormir. Je vais jouer Chiron de ce côté. Et je vais lui dire, si tu poses pas ton roi grenouille, j'avance des deux côtés. Et donc là, je prendrai une avance considérable. Et là, comme prévu, il joue son roi grenouille. Moi, je suis content, parce que en fait, son roi grenouille est très fort là contre moi pour me bloquer, très fort pour avancer ici, et encore très fort ici pour me bloquer et avancer derrière. Là, vous vous en doutez, il a 2 Robins sur le champ de bataille. Il va probablement commencer par jouer le 2e Robin de sa réserve. Donc, encore une fois, faut rester calme, il faut compter son mana, il faut prendre en compte ce qui va se passer. Et, encore une fois, ce n'est pas Robin le problème. La preuve en image. Là, donc, je mets une intimidation en mana, parce que contre Robin, double Robin, il faut du mana, parce que je posais une éruption de mana, et qu'à ce stade-là de la partie, l'éruption de mana est meilleure. Du coup, voilà, il pose sa troupière ici, donc là, ça me dit, il y a moyen de encore garder l'avantage et de faire du 1 pour 1, et c'est là où ça va être très fort. Donc là, je suis sur double Robin, ce que je décide de faire, c'est de ne pas jouer mon Chiron de la réserve, parce qu'il va me coûter 4, et je pourrais jouer que Ratatosk après, mais de jouer autrement mon Ratatosk pour garder 4 mana de réserve, pour faire une intimidation ou une éruption de mana, si besoin. Et là, il me joue la Légate du Monolithe, le but étant ici de me saboter soit mon Chiron, soit mon Ratatosk. Là, qu'à cela ne tienne, je ne veux pas ça, c'est là où j'intimide, parce que j'ai pas envie de perdre mon mana tout de suite, et je me dis, bon tant pis, il la rejouera, là il a gagné en mana, mais ce tour-ci, je fais encore une égalité, je suis sur le point de gagner, c'est très bien, il faut avancer. Bon. Là, cette fois, je mets Lisenbushi en mana, parce qu'il va me servir que potentiellement le tour d'après, pas ce tour-ci. Je préfère l'avoir en mana, j'aurai d'autres cartes au tour d'après, c'est pas grave. Là, il est passé le moment où Lisenbushi était très fort. Et par contre, je fais une erreur de jeu, vous allez comprendre vite pourquoi. C'est que j'ai eu un petit on dit un brain fart, comme on dit, hein, j'ai un peu bugué tout seul. J'ai mal calculé ce que faisait mon Ratatosk. Donc, il dit que quand il est joué de la réserve, on peut défausser un personnage du coup de main 3 ou moins. Et moi, dans ma tête, c'était oui, je vais pouvoir défausser le Robin. Et en fait, non. Du coup, j'ai défaussé la troupière. Donc c'était un peu nul comme play, hein. J'ai fait 5 mana pour rien. Mais c'est pas grave. Parce que j'avance ici. Et mon adversaire décide de endormir le Robin pour encore me mettre la double taxe. Alors que là, il aurait pu potentiellement me prendre les deux côtés. Et avancer, même s'il perd ses 2 Robins. Parce que là, en fait, je peux plus rien jouer. Parce que dans mon idée, c'était je lui enlève le Robin, du coup, il n'y a plus qu'une seule taxe, et je peux encore jouer Chiron ou ça. Mais pas du tout. Du coup, j'aurais dû jouer différemment ce tour-ci, mais c'est pas grave. Et là, il décide, alors c'est très drôle parce que, du coup, il décide d'avancer de ce côté et pas de ce côté. Donc je gagne quand même une expédition, malgré mon erreur. Parce que lui est fort en herbe, et surtout que là,
même s'il aurait avancé de ce côté, pareil, j'aurais avancé aussi, il aurait avancé, enfin bref. Le setup faisait qu'il pouvait avancer que d'un côté. Donc là, je pioche mes jeans, même si j'ai toujours dit ne jamais mettre le jean en mana, ce qui est vrai, là c'est vraiment le dernier tour. De toute façon, je peux en profiter que d'un seul si j'en joue un, donc let's go, et je suis toujours sur Robin, donc il faut du mana. Et donc là, je sais qu'il a son unique, qui dit, s'il contrôle un token, chaque joueur doit sacrifier un personnage, et je sais que c'est ce qu'il veut faire. Donc clairement, on va éviter de jouer un personnage pour se le faire péter tout de suite. Ce que je veux d'abord, c'est l'obliger à jouer un autre personnage pour forcer, comment dire, pour le forcer à utiliser son mana et potentiellement ne pas pouvoir jouer l'aspirant du Havre ou ne pouvoir jouer que ça. Et donc là, je décide, cette fois-ci, de détruire le Robin une bonne fois pour toutes. On s'en fout de ce que je défausse, pour l'instant. Pour, en fait, enlever la taxe et surtout enlever des stats. Ce qui fait que des deux côtés, je suis sûr de passer avec ce que j'ai, ne serait-ce qu'avec Chiron. Et lui aussi, il le sait. Donc là, il décide, il joue un roi grenouille. C'est très très fort, c'est bien joué. Donc là, je me dis, mince, qu'est-ce qu'il va faire? Le truc, c'est que si je joue ma traceuse ou mon puissant jean de ce côté, je suis sûr, donc du côté gauche, je suis sûr de gagner, enfin, dans l'état actuel, puisque je vais gagner 4, et lui, il a que 3. Du coup, je joue mon Chiron de l'autre côté, pour voir où est-ce qu'il va jouer son aspirant, parce qu'il va probablement jouer son aspirant. Je ne sais pas ce qu'il a en main. Il peut avoir plein de choses, mais je me dis, il doit avoir son aspirant, et puis moi j'ai une 3-3-3, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est ce que je pensais, il joue son aspirant de ce côté, et surtout, et c'est encore mieux pour moi, il sacrifie un token. Et du coup, là, j'ai le choix entre ma traceuse ou le jean, les deux donnent autant de stats en forêt, même si le jean ne donne pas de stats en eau. Mais le jean, si jamais je perds, pour n'importe quelle raison, il me fait piocher. Et en fait, de toute façon, d'ailleurs, à ce stade-là, je savais que je gagnais, parce que pour un mana, en Ordis, il n'y a rien qui donne 2 de stats en herbe. Du coup, c'est comme ça que j'ai la victoire. Oui, je sacrifie mon Chiron, j'ai oublié de le dire, de le passer. Et donc je pose ça, et je suis sûr de passer. Donc effectivement, la traceuse passait aussi. Mais l'idée, c'était, s'il se passe une couille, au moins je repioche, je me refais une main, et on est reparti mon kiki. Et voilà, en fait, comment faire pour battre Warou malgré un double Robin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Abonne-toi pour plus de deck tech.